Merci Steve. Bonjour, je suis le docteur Alfred Bacille, je suis chirurgien à la clinique Saint-Pierre. Et tout d'abord, je remercie l'équipe d'avoir pensé à moi pour ce topo. Alors justement, je suis chirurgien, mais je vais sortir un peu de mon rôle de chirurgien pour vous parler de la prévention des cancers du sein. Le but étant d'aborder les stratégies, comme disait le docteur Alice tout à l'heure, pour prendre en charge et être acteur de sa maladie et voir comment en prévention primaire et en prévention secondaire on peut faire quelque chose. Alors la prévention primaire, c'est toutes les actions qu'on peut entreprendre avant que la maladie arrive pour diminuer le risque que cette maladie survienne. Et la prévention secondaire, c'est tout ce qu'on peut faire, toutes les stratégies qu'on peut élaborer secondairement pour diminuer les risques de récidive. Et ça, c'est un topo qui est centré sur le patient et ce que vous pouvez faire. Alors. Le suspense est intenable parce que... Ne marche pas. Bon, vous pouvez mettre la diapo suivante peut-être. Pointez vers la régie. Non. Ah, voilà. Alors, avant de parler de prévention des cancers, il faut identifier des leviers. C'est-à-dire quels sont les facteurs de risque qu'on peut identifier sur un malade. Bien entendu, il y a l'âge. Ça va sans dire, ça c'est pas maîtrisable, hein, on peut rien faire pour l'âge, à part si la médecine fait des bons fabuleux prochainement. Donc ça c'est pas un levier de prévention. Un bon levier de prévention, ça sera le mode de vie. Et on va aborder les différentes étapes sur lesquelles on peut agir. Un troisième levier que j'aborderai moins sur ces topos, et ça aurait été peut-être le sujet d'un truc chirurgical. En tout cas, c'est l'hérédité. Un mot rapide sur l'hérédité dans les cancers du sein. On estime, pour la mutation la plus connue, le BRCA, c'est environ 0,25% de la population générale. Donc c'est pas énorme. Sachant que ces mutations, je dis BRCA parce que c'est la plus connue, elles représentent 30 à 50% des cancers génétiques du sein, sachant que le reste, ce sont des gènes qui sont moins fréquents et surtout on ne les connaît pas tous. Donc on ne sait pas encore exactement ce qu'il en est. Alors, en prévention primaire, le premier facteur de risque que l'on peut identifier, c'est l'alcool. Alors, l'alcool, voilà. Je ne sais pas si c'est le monsieur qui fait ou si c'est moi qui fais en fait. Non, il faut revenir en arrière. Ça marche. Okay. Merci. Alors, l'alcool. L'alcool, c'est assez simple. Tout type d'alcool, contrairement aux idées reçues, pour le cancer du sein est à risque, que ce soit le vin, la bière ou le whisky. Tout type de cancer du sein, et ça notamment pour les cancers du sein que nous on appelle hormonosensibles ou non hormonosensibles. Donc globalement, c'est un facteur de risque. Toutes les études montrent que tout type d'alcool, c'est à risque. Donc là, du coup, on a identifié un premier levier, l'alcool. Maintenant, quelle quantité est à risque? Pour parler de choses assez concrètes, les dernières études, notamment une qui est extrêmement récente, met en évidence qu'à partir de n'importe quelle dose, on va augmenter progressivement le risque de cancer du sein. Sachant que, on peut le voir sur la courbe ici, c'est dose dépendant. Donc certes, à n'importe quelle dose, on va augmenter le risque de cancer du sein, mais plus la dose va être importante, plus le risque va augmenter. Alors certes, c'est pas énorme, hein, mais progressivement, on va se rapprocher de quelque chose d'assez significatif. Donc alcool, premier levier, tout type d'alcool et tout type de quantité. Après, quel est le mode de consommation de cet alcool qui peut être à risque? Est-ce que c'est une consommation chronique ou est-ce que c'est une consommation ponctuelle? Eh bien, il y a une étude récente en 2024 qui s'est penchée sur ce qu'on appelle le binge drinking, qui est un phénomène de société qui a 20 ans environ, c'est-à-dire une consommation très importante, très brutale d'alcool avec une alcoolisation aiguë, sans consommation régulière.
Et en fait, certaines études montrent que l'augmentation des cancers du sein chez la femme jeune, notamment les cancers dits hormonosensibles, serait peut-être liée à cette consommation. Et on voit une corrélation entre l'apparition de ce phénomène de binge drinking et l'apparition des cancers du sein de bas grade chez les femmes jeunes. Donc, si on revient globalement, l'alcool, tout type d'alcool, quelle que soit la quantité, et le plus à risque, c'est notamment le binge drinking. Donc le mot qu'il faut retenir, enfin les take-home messages sur l'alcool, ça serait ça en prévention primaire. Alors, j'ai mis le sport et l'obésité dans le même champ parce que les études montrent qu'en effet, lorsqu'on a une surcharge pondérale, on est plus à risque de développer des cancers du sein. Et ça pour tout type de cancer du sein, mais notamment les cancers hormonosensibles. Donc, à partir de ce constat, le sport, c'est extrêmement protecteur. En prévention primaire, le sport, et ça, toutes les études le montrent, c'est quelque chose de protecteur. Chez la femme non ménopausée, ça peut diminuer jusqu'à 25% le risque de cancer du sein. C'est énorme. 25%, c'est énorme. Et ça, c'est en prévention primaire. Maintenant qu'on a identifié le sport comme un levier de protection, quelle intensité de sport est intéressante? Et bien là, c'est assez simple. Il faut suer, ce que j'ai mis entre parenthèses. C'est de la haute intensité. Alors, en médecine, on s'est dit, OK, haute intensité, c'est bien beau, mais comment mesurer ça? Et on a créé une unité qui s'appelle les MET, c'est les équivalents métaboliques. Et on s'est dit, à partir de quand ça devient vraiment protecteur? Alors là, du coup, je vous explique ce que c'est qu'un MET. Un MET, c'est un équivalent métabolique, c'est-à-dire la quantité, le surplus d'énergie que vous allez dépenser en comparaison à quand vous êtes en statique. Et donc, rapidement, on se rend compte que cet MET, c'est quand même assez facilement atteignable, parce que si on jardine un peu, on est déjà à 4 MET. Si on fait du vélo avec la course que Steve est en train d'organiser, mais je pense que ça sera à vitesse soutenue, on est à 14. On est rapidement aux 450 MET par semaine. Donc en gros, 2 fois 30 minutes de jogging par semaine, on atteint cet objectif de 450 MET. Si on marche rapidement aussi, en fait, c'est assez simple d'arriver à ce seuil pourvu que ce soit régulier. Donc le sport, tout type de sport, et à une certaine intensité, c'est très protecteur en prévention primaire pour les cancers du sein. Alors on ne le voit pas trop, mais je pense que c'est le tabac. Le troisième levier, c'est le tabac. Le tabagisme passif et actif, ça a été difficile à démontrer, mais maintenant on arrive à s'en rendre compte. C'est que le tabac, quel qu'il soit, est un facteur de risque de développer un cancer du sein. Et notamment, on pense que à peu près 2% des cancers du sein seraient directement liés au tabac. Et donc, le tabac, pareil, c'est un effet dose dépendant comme l'alcool. C'est un facteur de risque de développer un cancer du sein. Alors ça, je l'ai mis parce qu'il y a aussi des papiers qui montrent ça, notamment chez les femmes jeunes. Le travail de nuit chez la femme jeune, ça peut être un facteur de risque. D'ailleurs, ça a été démontré comme étant un facteur de risque cardiovasculaire récemment, mais ça peut être un facteur de risque de cancer du sein, sachant que ça, ce n'est pas un facteur très modifiable en fonction de la situation de chacun. On ne peut pas forcément modifier ce facteur, mais c'était intéressant, je pense, de le mettre en exergue. Voilà, donc pour la prévention primaire, c'est-à-dire l'étape en amont du cancer, c'est essentiellement ces 3 leviers-là qu'on peut prendre en compte. Alors pour la prévention secondaire, j'ai mis ce monsieur-là pour dire qu'on ne peut pas tous être comme ça, c'est pas possible de faire autant de sport. Par contre, en prévention secondaire, il y a des recommandations françaises sur le sujet qui disent que faire du sport après un cancer du sein, ça va diminuer le risque de récidive d'environ 25%. C'est énorme, 25%. C'est quasiment autant qu'un traitement médical. Ça va diminuer la mortalité d'environ un tiers par rapport au cancer du sein, et ça va diminuer la mortalité générale par rapport à des facteurs de risque cardiovasculaire, choses comme ça, d'environ 41%. Donc le sport, c'est vraiment un levier très puissant après le cancer pour prévenir le risque de récidive, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire le cancer du sein. Sachant que le sport après un cancer, c'est pas forcément très évident. Le corps est meurtri par les traitements, on n'est pas forcément en état, mais il y a la possibilité de se faire accompagner par son médecin, par ses soignants, pour se remettre progressivement en marche, pour essayer d'atteindre cet objectif de 7 MET par semaine. Alors,
je suis rapidement passé à ça parce qu'en général c'est assez déprimant. J'ai énoncé des trucs, l'alcool, le tabac, tout ça, faut faire du sport, faut arrêter de consommer. Et on se dit en salle, oh, ça va être chiant. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. En fait, je pense qu'il faut surtout trouver la modération dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, on ne peut pas être comme ça, mais on n'est pas obligé non plus de mettre une cigarette à chaque doigt. Et on ne peut pas non plus être très très zen et travailler que la journée entre 9h et 16h. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver sur ces leviers, alcool, tabac, sport, pour pouvoir se prendre en charge sa maladie et être acteur de sa prévention, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. J'ai voulu mettre ça parce que, surtout quand on voit le truc sur l'alcool, on se dit ah, mais à n'importe quelle dose c'est dangereux. Je pense qu'il faut être modéré dans tout et c'est comme ça qu'on peut vraiment être acteur de sa prévention, entre guillemets. Je crois que voilà. Merci Alfred, merci beaucoup pour ton topo. Donc c'est ce qu'on disait un peu sur les soins de support. Vous voyez, quand l'activité physique en post-traitement dans les cancers du sein, quand elle est régulièrement réalisée, elle permet de diminuer le risque de rechute, d'augmenter la survie des patientes qui le pratiquent. Donc les soins de support, c'est pas tout à fait, c'est aussi l'activité physique, puisque c'est pas des soins spécifiques du cancer, mais ces soins-là peuvent aujourd'hui améliorer la survie globale, la survie sans rechute des patientes qui pratiquent du sport régulièrement après la prise en charge de leur cancer. Donc ça joue sur l'augmentation quantitative de temps à vivre. Et après, moi j'aurais une petite question sur, as-tu une idée, Alfred, sur l'alcool et le tabac, par exemple, de quelle façon, sur le plan biologique ou moléculaire, ça pourrait engager plus de récidives Oui, ça a été démontré. En fait, l'alcool va altérer certains récepteurs, notamment ça va augmenter la sensibilité des adipocytes aux récepteurs hormonaux. Et donc du coup, en saturant la graisse de cette possibilité de capter des récepteurs hormonaux, on va augmenter le risque de cancer hormonosensible. C'est très bien démontré sur les cancers hormonosensibles, mais par contre, on s'est rendu compte que même pour les lésions non hormonodépendantes, ça peut l'augmenter, mais ce mécanisme est beaucoup moins bien décrit. Et donc le binge drinking, ça serait une saturation tellement forte en un instant très réduit que ça y aurait un effet rémanent. Et en fait, on aurait donc cette hypersensibilité hormonale qui se développerait. Voilà. D'accord. Avez-vous des questions dans la salle ? Bonjour docteur, voilà, Bonjour. je me présente, je suis une patiente. Et donc j'aurais voulu savoir, parce qu'on entend tout et son contraire, si un autre facteur favorisant du cancer du sein est le THS, ou le THM maintenant appelé, c'est-à-dire le traitement hormonal substitutif, auquel on accourt souvent à la ménopause, lequel j'ai adhéré pendant une dizaine d'années. Donc je voudrais savoir aussi... en conséquence, si la durée de ce traitement a un impact justement qui favorise le cancer du sein, puisque j'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui le prennent et il n'y a pas du tout de conséquences sur le cancer du sein. Il y en a d'autres, oui. Voilà. Ok, c'est une bonne question. Concernant les traitements hormonaux substitutifs, historiquement, il y a eu un moment dans les années 90-2000 où une grosse étude a dit « Ouh là là, attention, c'est très dangereux de prendre des traitements hormonaux substitutifs, ça peut augmenter le risque de cancer du sein ». Et donc, il y a eu cette conduite à tenir qui était de le prescrire pas plus de 5 ans, en se disant au-delà de 5 ans, on a un risque. Récemment, on s'est rendu compte, et comme on se rend compte beaucoup en médecine, c'est que c'est difficile d'appliquer des règles générales à quelqu'un. Et on s'est rendu compte qu'il fallait pondérer ce qu'on dit en fonction des facteurs de risque de chaque personne, en fonction de la possibilité de faire une surveillance en mammographie. Et on s'est rendu compte que parfois, le prescrire plus de 5 ans, ça ne posait pas problème. Et parfois, il ne fallait pas du tout le prescrire. Et maintenant, donc, on laisse vraiment le choix au médecin et à sa patiente d'échanger sur le sujet, d'établir les facteurs de risque, notamment familiaux, avant de prescrire un traitement comme ça. C'est sûr qu'il y a un petit sur-risque, ça c'est démontré, mais il est, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 1,5, donc c'est quasiment rien. Mais c'est pas rien en fonction de la patiente et de ses antécédents.
Et c'est souvent, en plus, des cancers de très bon pronostic, me Ouais. semble-t-il, Les les hormones, hormonosensibles. absolument, les hormonosensibles, absolument. Par contre, c'est contre-indiqué une fois qu'on a eu un cancer, de toute façon. Voilà. Après. Bonjour. Vous venez de parler donc, des facteurs de risque pour les cancers hormonodépendants ou non hormonodépendants. Est-ce que c'est la même chose pour les triples négatifs? Est-ce que les facteurs de risque sont les mêmes pour les cancers triples négatifs? Oui, alors non hormonodépendant, j'avais inclus une partie triple négative dedans. Pour l'alcool, c'est moins démontré, mais il y a un lien. Après, pour le tabac, il y a un lien, et le sport a un effet protecteur pour tout type de cancer. Et pour le tabac, par exemple, une cigarette de temps en temps, est-ce que c'est également... voilà. C'est une super question. Aux occasions. Je n'ai pas la réponse, Ouais, parce voilà. que pour l'alcool, vous voyez, dès qu'on prend moins de 0,5 g, Oui. c'est-à-dire un demi-verre, on a un risque qui augmente, Ouais. mais de façon infinitésimale. La question, c'est quel est le risque qu'on est prêt à prendre. Voilà, pour le tabac, je n'ai pas la réponse, et encore moins pour l'alcool. C'est pour ça que je parle de modération, parce qu'en fait, on ne peut pas non plus vivre à côté de tous les risques, c'est impossible, mais il faut savoir les pondérer en fonction de votre vie, votre passé et vos facteurs de risque personnels. Je vous remercie. De rien, merci. Oui, bonjour. Je suis très étonnée que dans les différents leviers, vous n'ayez pas évoqué la pollution générale de l'alimentation, de l'environnement, de l'eau. Là, on est en train de revenir sur le cadmium qui apparemment est très présent dans nos régions agricoles. Donc, je suis étonnée que ça fasse partie des leviers qui sont à l'origine de pas mal de cancers. Alors, pour la pollution, ça commence à être démontré comme étant un facteur de risque, mais pour moi, c'est pas un levier dans le sens où vous ne pouvez pas décider là tout de suite d'arrêter la pollution. Voilà. C'est pas un levier personnel, mais j'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Et même si je vous dis la pollution, c'est pas bien, vous allez rentrer, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit contre ça. Alors que, par exemple, pour le sport, le tabac ou l'alcool, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez être acteur. Alors, on peut être acteur pour la pollution, mais à ce moment-là, c'est vraiment une action sociale et politique. C'est pas la même chose. Mais oui, c'est un facteur de risque. Alfred, merci beaucoup pour Merci. ton topo et de ton intervention. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ah, Excusez-moi. la dernière question. Jamais les docteurs m'ont dit que le sucre, c'était très mauvais pour le cancer. Et une fois, j'étais allée voir une spécialiste et elle me dit, mais vous mangez du sucre? Je dis, ouais, je suis très gourmande. Elle me dit, mais on vous a jamais dit que le sucre, c'était pas bon? J'ai dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que vous entendez par sucre? Boire du café avec du sucre, manger des bonbons, des pâtisseries, être gourmand, entre guillemets. Alors, le sucre, en additif par rapport à votre alimentation naturelle, c'est pas bon pour pas grand-chose. En fait, c'est vraiment pas bon de rajouter du sucre dans les aliments. Et est-ce que c'est un facteur de risque spécifique du cancer du sein? J'ai pas trop eu de données sur ça. Par contre, c'est un facteur de risque d'obésité qui est un facteur de risque de cancer du sein. Après, sur les autres pathologies, je ne suis pas expert, mais sur le cancer du sein en soi, oui, on peut dire que dans le cadre d'un mode de vie, ça peut être délétère. En tout cas, tout ce qui est additif, globalement, par rapport à l'alimentation, c'est jamais très très bon. Merci. Quand on subit un PET scan, donc on vous injecte du glucose. Oui. Et en fait, s'il y a des cellules cancéreuses qui ont migré dans d'autres organes que celui du sein, en fait, toutes les cellules vont s'agglutiner, si j'ai bien compris, à cet endroit-là. Donc c'est peut-être ce qui fait penser que le cancer s'alimente de glucose et donc de sucre. Alors, toutes les cellules de votre corps s'alimentent de sucre. L'intérêt de faire des TEP ou FDG, c'est-à-dire des TEP avec le glucose sur lequel on va mettre ce produit radioactif, c'est qu'on sait que comme les cellules cancéreuses se divisent plus rapidement que les autres cellules, sur le scanner,
et d'ailleurs, imaginez sur un TEP scanner, on ne voit pas que les cellules cancéreuses qui, entre guillemets, flashent. On voit les autres cellules en plus qui flashent. Mais les cellules cancéreuses, elles, vont flasher plus que les cellules normales. Mais dire que le cancer se nourrit de sucre, c'est pas faux. Mais le reste de votre corps aussi. Donc c'est pas un levier très puissant parce qu'on peut pas arrêter. Alors par sucre, je veux pas forcément dire du sucre dans le café, mais dans le pain il y a du sucre, dans tous les aliments il y a du sucre et c'est indispensable pour votre cerveau et pour votre métabolisme. Mais ça peut porter à confusion en effet. Mais enfin, juste pour, il me semble-t-il en tout cas aucune étude publiée sérieuse qui ait démontré un risque de récidive à la consommation de sucre. Après, il faut rester raisonnable dans sa consommation, plutôt pour les risques que va engendrer le sucre et la prise de poids, mais sur des récidives ou des rechutes, parce que si on fait un peu attention, qu'on est de temps en temps gourmand, il n'y a absolument aucun risque démontré de développer des cancers ou lorsqu'on a été déjà victime d'un cancer ou de récidiver avec plus de risques de récidive parce qu'on consomme du sucre. Okay. Donc, vous pouvez continuer à manger du sucre raisonnablement. Merci bien. Cette fois-ci,